Bientôt la conférence générale des anglophones au Cameroun. Elle aura pour but de recenser des propositions de solutions pour une sortie de crise. Liberté provisoire pour 17 militants pro-démocratie ce dimanche en RD Congo. Ils ont été arrêtés le 1er novembre dernier. Puis les rassemblements de gilets jaunes se poursuivent. Le mouvement milite contre la hausse des taxes sur les carburants. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Du 21 au 22 novembre prochain se tiendra à Buea, dans la région du sud-ouest au Cameroun, la conférence générale des anglophones. Il s'agit d'une initiative du cardinal Christian Toumi, dont le but est de revoir les causes de cette situation aujourd'hui muée en conflit entre armées et combattants sécessionnistes et de recenser des propositions de solutions pour une sortie de crise. Le point avec Narcisse. Cette point de presse aujourd'hui, c'était pour faire une clarification, pour insister que la conférence générale des anglophones aura bel et bien lieu à Buea. Prévu pour se tenir du 29 au 30 août 2018 à Buea, l'événement a été reporté du 21 au 22 novembre 2018, toujours dans la même ville, du chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Nous affirmons que les dates sont maintenues. Le 1er et le 21 et le 22 de ce mois de novembre. Au cours de ce point de presse, l'on a appris que l'un des membres du comité d'organisation de cette conférence, en l'occurrence le docteur Simon Mouzou, ne sera plus de la délégation. À le dire, dû aux violences verbales que notre coordinateur a subies, il a décidé de se désister et qu'il a été remplacé d'une manière temporaire. Elie Smith nommé nouveau porte-parole en remplacement de Simon Mouzou. Selon les organisateurs, les propositions recueillies au terme de ces rencontres de large débat seront envoyées au chef de l'État Paul Biya qui pourrait à son tour convoquer un dialogue national pour trouver des solutions définitives au sujet de la crise dite anglophone. Cette conférence devrait donc permettre de débattre des solutions à la crise que traverse depuis 2 ans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. À noter, la crise qui s'est transformée en conflit armé en 2017 a déjà causé des centaines de morts, parmi lesquels des civils, des militaires et des policiers, ainsi que des combattants séparatistes. Les organisations internationales dénombrent près de 300 000 déplacés internes. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la crise a déjà fait plus de 20 000 réfugiés camerounais au Nigeria. Au Zimbabwe, la chute du président Robert Mugabe en novembre 2017 avait suscité chez de nombreux habitants de ce pays d'Afrique australe l'espoir d'un changement après des années de déclin économique et de répression. 1 an plus tard, la population a déchanté. On fait le point. Qu'elle a définitivement été tournée la page Robert Mugabe, le désormais ancien président zimbabwéen. Par contre, le parti et la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance en 1980 y est toujours. Il a remporté aisément les élections législatives en juillet, conservant les 2 tiers des sièges à l'Assemblée nationale. Emerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe à la tête du pays et de la ZANU-PF en novembre 2017, a remporté aussi en juillet la présidentielle. Il s'est imposé dès le premier tour avec 50,8% devant le chef de file de l'opposition, Nelson Chamisa, 44,3%, qui a dénoncé des fraudes. Le nouvel homme fort du pays a promis un Zimbabwe libre après les années Mugabe, mais les opposants politiques, syndicalistes et militants continuent, dit-on, de faire face à un régime répressif. Le 1er août, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants qui dénonçaient des fraudes aux élections. 6 personnes ont été tuées dans la capitale Harare. Économiquement, le pays continue de chercher ses marques. Le Zimbabwe doit rembourser ses arriérés avant de pouvoir espérer de nouveaux prêts indispensables à la reconstruction du pays. Avec une dette totale de 16,9 milliards de dollars, le gouvernement a prévu de rembourser d'ici octobre 2019 l'essentiel de ces 2 milliards d'arriérés auprès de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale.
Mais le maintien de sanctions américaines contre des membres de la ZANU-PF soupçonnés de corruption pourrait bloquer l'obtention de nouveaux prêts. Aussi, les Zimbabwéens ont-ils renoué avec des étals vides dans les supermarchés et les pharmacies. Des produits de base comme le pain, l'huile, le riz sont rationnés alors que le pays manque cruellement de devises étrangères pour importer des produits. Et parlant toujours de la situation socio-économique au Zimbabwe, quelques citoyens se sont prononcés sur le sujet. On les écoute. Yes, I was among thousands of Zimbabweans who marched. J'étais parmi les milliers de Zimbabwéens qui ont défilé le jour où nous avons fait sortir l'ancien président Robert Mugabe. Nous nous attendions à un changement de politique de la part de la ZANU-PF, c'est-à-dire que nous nous attendions à ce que la vie des Zimbabwéens change, car nous nous attendions à un changement de politique, surtout en ce qui concerne la création d'emplois et aussi la question de la disponibilité des produits essentiels. Basic commodities and also the job creation. What we are realizing is that ce que nous réalisons, c'est que le retrait de Mugabe en tant qu'individu ne change pas le système. C'est le même ancien système. Je ne pense pas que le fait de dire « donnez-nous du temps » nous donnera des résultats. Give us any results. Nous souffrons plus que nous ne souffrions avec le président Mugabe. C'était beaucoup mieux. Maintenant, il n'y a pas de changement. Maintenant, les prix augmentent tous les jours. On ne peut pas se permettre d'acheter un repas, juste un repas. En tant que jeune femme, je m'attendais à ce que les choses changent, à ce que tout fonctionne bien. Mais c'est pire que ce que nous pensions. 17 militants pro-démocratie arrêtés le 1er novembre ont été remis en liberté provisoire ce dimanche en République démocratique du Congo. Une ONG britannique contre la torture s'est alarmée des conditions de détention d'activistes entre 2005 et 2017 dans ce pays. Reportage. 17 militants poursuivis pour troubles à l'ordre public et désobéissance civile ont été remis en liberté provisoire en République démocratique du Congo où une ONG britannique contre la torture s'est alarmée des conditions de détention d'activistes entre 2005 et 2017. Arrêtés le 1er novembre, ils ont été détenus à la prison centrale de Makala à Kinshasa où ils avaient refusé de s'alimenter pour demander leur liberté. Militants pro-démocratie, ils ont été interpellés alors qu'ils prenaient part à des actions d'éducation civique et électorale à l'approche de la campagne pour les élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre qui commence officiellement ce jeudi. Selon leurs avocats, ces jeunes militants, étudiants pour la plupart, n'avaient jamais fait de prison. Toujours selon leur représentant légal, les 17 militants n'ont pas été maltraités en prison. Toutefois, il a dénoncé des conditions de détention inhumaines dans lesquelles ils sont restés en prison. Des conditions également dénoncées par l'organisation britannique Freedom from Torture. Le 9 novembre dernier, l'ONG avait affirmé que l'armée, la police et les services de renseignement de la République démocratique du Congo commettent régulièrement des actes de torture sur des activistes politiques et des droits humains. L'ONG évoquait dans son rapport des cas de viol collectif, de strangulation et d'électrochoc. De son côté, Human Rights Watch affirme avoir également documenté le recours systématique aux arrestations, aux détentions arbitraires et aux mauvais traitements, ainsi que l'usage fréquent de la torture sur des personnes soupçonnées d'être des opposants et des activistes politiques. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la mobilisation contre l'épidémie d'Ebola dans la région de Béni a repris, et ce après une brève suspension en raison d'affrontements armés. Voici les détails. Les activités de lutte contre Ebola ont repris ce dimanche à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, après une brève suspension en raison d'affrontements armés. Selon le ministre congolais de la Santé, qui a pris la décision de suspendre la lutte contre Ebola à Béni, les affrontements de ce vendredi se déroulaient à quelques mètres du centre des opérations d'urgence et des hôtels dans lesquels plusieurs équipes sont logées. 16 membres du personnel de l'Organisation mondiale de la santé OMS, mobilisés contre l'épidémie Ebola, ont dû quitter Béni où un obus a touché la villa qu'ils occupaient vendredi soir lors d'affrontements entre des casques bleus et des rebelles. C'est la première fois que l'OMS doit évacuer, même provisoirement, des personnels depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola le 1er août dans la région hautement dangereuse de Béni. Dans un communiqué diffusé dimanche, le directeur général de l'OMS a fait savoir
que l'organisation continuera à travailler aux côtés du ministère congolais de la Santé et des partenaires pour mettre fin à cette épidémie d'Ebola. Depuis qu'elle a éclaté le 1er août dernier, l'épidémie d'Ebola à Béni a fait 213 morts. Dans la soirée de vendredi, la MONUSCO et l'armée congolaise avaient repoussé une nouvelle attaque des rebelles ADF dans la ville de Béni. Reprise ce lundi du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Les deux responsables politiques, faut-il le rappeler, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010-2011. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale à La Haye a repris ce lundi. Et ce sont les avocats de Charles Blé Goudé qui ont la parole. Leur but est de démontrer que leur client est un homme de paix. La procureure de la CPI accuse l'ancien leader du Congrès des jeunes patriotes COJEP d'avoir appelé à des actes de violence contre les militants d'Alassane Ouattara durant la crise post-électorale. Fatou Bensouda le décrit comme le chef des milices pro-Gbagbo. L'ex-leader du groupe des jeunes patriotes serait notamment impliqué, selon elle, au même titre que Laurent Gbagbo, dans 5 incidents principaux suite à l'annonce des résultats de la présidentielle de 2010. À cela s'ajoutent 20 incidents répertoriés dans Abidjan entre 2010 et 2011. Parmi eux, les accrochages lors de la marche sur la RTI le 16 décembre 2010, la répression d'une marche des femmes soutenant Alassane Ouattara le 3 mars 2011, ou encore une série de violences dans le quartier de Yopougon le 12 avril 2011. La procureure reproche également à Charles Blé Goudé d'avoir prononcé des discours de haine qui auraient attisé les violences durant cette période de crise. L'accusation estime que ce leader politique est responsable de la mort de plusieurs centaines de personnes incarcérées depuis mars 2014 dans la prison de Schwenningen près de la CPI. Charles Blé Goudé rejette cette image de milicien. Puis en France, plusieurs rassemblements de gilets jaunes qui souhaitent pérenniser leur mouvement contre la hausse des taxes sur les carburants perturbaient à nouveau ce lundi matin la circulation automobile et des dépôts de carburant. Face à ce mouvement, le gouvernement français a assuré qu'il allait tenir le cap. Les gilets jaunes, ces manifestants qui ont multiplié les blocages dans toute la France ces derniers jours pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant, ont décidé ce lundi de poursuivre le mouvement face à un gouvernement inflexible. Près de 110 actions étaient en effet recensées ce lundi matin, selon une source policière, loin des 290 000 manifestants comptabilisés samedi dernier sur plus de 2000 sites par le ministère de l'Intérieur. Il y a des routiers qui sont arrivés en renfort, hier soir il y a des agriculteurs. Donc s'il faut rester toute la semaine, on restera toute la semaine, mais on en a marre, on n'est pas des vaches à lait. Payer c'est bon, je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Je voudrais leur faire plaisir à mes enfants, et je peux pas. On fait que ça de payer. Payer. Là, c'est bon, c'est un ras-le-bol général. Les camions, c'est pas un blocage complètement. Nous, on filtre, on laisse circuler. Mais le but, c'est de paralyser un peu quand même, quoi. Il faut bloquer l'économie quand même. C'est bien, c'est en touchant en porte-monnaie que ça fait mal. Initialement motivé par la récente hausse des taxes sur les carburants à des faits écologiques selon le gouvernement, cette fronde populaire s'est élargie à une dénonciation plus globale de la politique du gouvernement et de la baisse du pouvoir d'achat. Voilà la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à demain.